Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Cet après-midi, je reçois Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance et ancienne ministre. Avec elle, on va parler de la protection des enfants, mais avant d'ouvrir notre conversation, comme chaque semaine, un engagement. Et ce matin et cet après-midi, je vous propose de nous engager contre le travail forcé des enfants. Pas en cochant la case compassion dans un agenda international pour se donner bonne conscience, mais en exposant la contradiction d'une économie moderne qui exploite encore 138 millions d'enfants dans le monde. Des enfants piégés dans des organisations économiques criminelles qui organisent leur exploitation. Dans ces systèmes, le danger n'est pas une métaphore. 53 millions d'enfants y sont soumis. Des mines où l'on respire la poussière avant même d'avoir fini de grandir, des réseaux d'exploitation sexuelle où la violence est organisée, des activités criminelles où l'enfant devient une marchandise. Alors là où la pauvreté est structurelle, là où l'école est inaccessible, là où la corruption protège les réseaux, là où la guerre brise les familles, le travail des enfants prospère. Et oui, il faut poser des questions qui fâchent. Dans une entreprise qui externalise à l'autre bout du monde, qui contrôle réellement ce qui se passe au bout de la chaîne? Quand une marque impose des prix impossibles et des délais intenables, qui fabrique la pression? Qui fabrique l'exploitation? Et quand un État sait et ne fait rien, qui sanctionne sa passivité? La modernité n'a pas fait reculer la prédation, elle a industrialisé. Désormais, les enfants ne sont plus seulement exploités dans des chaînes d'approvisionnement, ils sont aussi captés dans des chaînes numériques. Recrutement en ligne, menaces, chantage, monétisation. Même logique, même moteur, le profit. Même carburant, l'impunité. On ne supprimera pas le travail des enfants avec des déclarations. On le supprimera quand le risque deviendra supérieur aux bénéfices. Quand la sanction économique, juridique, réputationnelle deviendra réellement dissuasive. Quand le contrôle cessera d'être théorique. Quand la traçabilité deviendra une obligation vérifiable et non un argument marketing. Et le constat le plus brutal, c'est qu'au rythme actuel, nous n'y arriverons pas. Pour éliminer le travail des enfants d'ici 2030, il faudrait aller 11 fois plus vite. Alors, s'engager contre le travail forcé des enfants, c'est exiger la responsabilité, celle des États, celle des entreprises et celle des consommateurs, afin qu'ils cessent d'être les rouages passifs d'un système qui transforme la vulnérabilité en ressources. Aucun développement économique, aucune transformation numérique ne peut se faire au détriment des droits fondamentaux des enfants. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Vous écoutez la force de l'engagement sur Sud Radio et cet après-midi, je reçois Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance, et nous allons nous engager pour les droits des enfants. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, vous revenez de la 6e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants à Marrakech et les chiffres, je l'ai dit, sont pas un mystère. 138 millions d'enfants sont concernés, 54 millions sont exposés à des travaux dangereux. Est-ce qu'on est rentré dans une dénonciation, est-ce qu'on est rentré dans une logique de contrainte politique ou est-ce qu'on est toujours dans une dénonciation morale de ces chiffres ? En réalité, ces chiffres, si on devait les ramener à la vie de tous les jours, ça veut dire qu'un enfant sur 10 dans le monde est en situation de travail. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'école, qu'il n'est pas dans un lieu qui est fait pour lui, que en réalité on l'exploite, son énergie, ses petits muscles, alors même qu'on devrait lui permettre d'apprendre, de grandir pour bâtir sa vie. 1 sur 10, c'est partout. Et pendant longtemps, on a considéré que c'était pas chez nous. C'était chez les autres et que finalement loin. Trop loin et puis le seul discours compassionnel suffisait à dénoncer, à faire des grandes phrases en disant que c'est pas normal. La réalité, c'est que bien sûr qu'il y en a chez nous aussi. Il y en a chez nous quand on parle de 15 000 enfants exploités sexuellement dans les réseaux prostitutionnels. Il y en a chez nous quand on considère que dans l'affaire des enfants du Trocadéro, c'était des enfants qui étaient exploités par des réseaux qui les obligeaient à commettre des vols sur l'espace du Trocadéro. Il y en a chez nous aussi, en réalité, et c'est pour ça que la France, pour une fois, pour le coup, je suis heureuse de le dire, a été un des 3 pays, mais très peu de pays européens qui sont engagés très fortement dans la lutte contre l'exploitation des enfants et du travail.
forcée avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Parce que nous, on a le courage de dire, bien sûr qu'on a des problèmes chez nous, mais notre responsabilité, c'est de nous regarder, de faire évoluer et d'accompagner plus globalement les autres pays. Comment on fait ? Simplement d'abord en refusant de baisser l'âge obligatoire de la scolarité, d'accompagner l'évolution des salaires. Parce que parfois, oui, les enfants travaillent dans certains pays parce que les parents n'ont pas de quoi les nourrir. Et donc, ils deviennent aidants. Quand on refuse finalement, et vous l'avez dit, d'accepter que les produits qu'on consomme viennent d'ailleurs en fermant les yeux sur les conditions dans lesquelles c'est fait. Je ne dis pas que le prix ne compte pas dans une décision d'achat, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et donc, finalement, comment créer de la transparence ? J'ai la conviction, en tout cas la plus profonde, que pour répondre et pour lutter contre cette exploitation du travail forcé des enfants, il y a plusieurs clés. Et ces clés, on en a tous un petit morceau. D'abord, bien sûr, la condamnation la plus lourde et la plus ferme de ceux qui en tirent des milliards de profits. Des milliards, que ce soit dans le monde numérique ou que ce soit dans le monde physique. Que nous, consommateurs, on puisse savoir. On a le droit de savoir ce qui s'y passe. Et évidemment, d'avoir des petits éléments d'alerte. Le prix, particulièrement bas, bizarre, en tout cas pas proportionnel, mais aussi dans le fond, l'évolution du dialogue social, la protection finalement, oui, des collaborateurs du monde du travail dans des pays où parfois il n'y a pas de modèle de protection sociale. Et puis enfin, c'est pas anodin, mais cette conférence mondiale où j'ai eu la chance et l'honneur de porter la voix de la France, elle est aussi portée par l'OIT. Parce que pour une fois, ce sont aussi des organisations internationales, et là pour le coup c'est l'Organisation internationale du travail, qui met autour de la table employeurs, organisations syndicales salariées, mais aussi les États pour pleinement prendre leurs responsabilités, mais aussi faire respecter le droit. Et donc là, on a un rendez-vous historique, je crois. Soit on recule sur le droit des enfants, et c'est un risque réel, en baissant l'âge de la scolarité obligatoire, en fermant les yeux sur l'exploitation numérique, en considérant que c'est ailleurs et que c'est virtuel, ou au contraire, on dit stop. Et si on dit stop, on sera peut-être en réalité au rendez-vous de-delà de la prise de conscience, d'une transformation et du respect du droit des enfants dans un monde où nos sociétés vieillissent, finalement, on ne prend même pas soin de ceux qui sont déjà là. Alors quand même, alors ce que vous dites est extrêmement important, tout ce que vous dénoncez, bien sûr, je le partage. Et vous dites aussi que le point d'alerte, c'est la vitesse à laquelle on va réussir à le faire. Il faudrait, au rythme actuel, aller 11 fois plus vite. C'est vous qui l'avez signalé. Oui. 11 fois, ça signifie quoi concrètement ? De mettre en place plus de contrôle, des vraies sanctions commerciales, une responsabilité juridique renforcée pour les multinationales. On est capable de le faire ? C'est une histoire de volonté, bien sûr qu'on est capable de le faire. Et en réalité, on est capable de le faire parce que ce qui est un objet de prédation pour les enfants est aussi un accélérateur. Le numérique, ces nouvelles technologies qui permettent de contrôler et d'analyser des millions d'informations et de données en quelques secondes. Pourquoi ce numérique ne sert pas finalement une économie plus protectrice, à minima des droits ? Alors même qu'aujourd'hui, il fallait des semaines et des mois et des experts et des cabinets pour regarder quelle est la traçabilité de certains produits. Est-ce que oui ou non, il y a des enfants au fond des mines parce que leurs petits doigts à eux, effectivement, permettent de retirer des matériaux rares ou précieux ? C'est ça. Ça, aujourd'hui, on sait le tracer. Pourquoi on n'investit pas cette technologie pour nous permettre d'avoir plus d'informations, plus d'alertes, et donc en réalité donner plus d'informations d'abord aux consommateurs, mais aussi de faire respecter la Convention internationale du droit des enfants. Dans les ODD, tout le monde se gargarise. Des évolutions, du suivi, mais dans les ODD, la 8.7, elle veut dire quoi ? Elle veut dire qu'on aurait déjà dû le faire cette année. C'est cette année où on devait poser en réalité la fin. On en est encore loin, mais le bon espoir, c'est qu'il a baissé. Ce travail a baissé. Et donc, cette pression, cette évolution de notre société amène quand même à une baisse. Et c'est cette trajectoire. Maintenant, il faut l'accélérer. On la connaît, la baisse, réellement ? On l'a chiffrée ? Oui, elle est pour le coup, elle est chiffrée. On a baissé de mémoire sur les dernières années à presque... En tout cas, on a retiré presque une vingtaine de millions d'enfants. Et sur le global, on avait une centaine de millions d'enfants qui aujourd'hui sont dans des situations politiques plus préservées. Mais soyons pas dupes, dès le moment qu'il y a la guerre, dès le moment que la géopolitique vient percuter, les premiers vulnérables, ce sont les enfants, ce sont les femmes. Et donc c'est sur eux et c'est sur elles que, en réalité, l'exploitation pèse ou porte. Alors, vous avez pris la parole sur les exploitations numériques face à la sextorsion, vous faites y arriver, au deepfake, au recrutement de mineurs via des messageries de jeux en ligne ou la mise en circulation d'objets à caractère pédocriminel sur des places de marché en ligne. Quel est le risque concret pour les plateformes qui n'ont pas empêché ces dérives ? On en parle juste après la pub. Retrouvez la force de l'engagement.
avec Agipi. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Nous sommes de retour dans la force de l'engagement sur Sud Radio et en ce dimanche après-midi, nous parlons du droit des enfants avec Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance et ancienne ministre. Alors Sarah, juste avant la pause, je vous demandais, face au deepfake, au recrutement des mineurs via des messageries de jeux, en fait, qu'est-ce que risque vraiment une plateforme quand elle échoue à protéger un enfant ? Et est-ce que vous estimez que la sanction elle est à la hauteur du danger ? Aujourd'hui, il y a des risques qui sont réels. D'abord, d'être suspendus, c'est-à-dire de perdre leur business. Faut pas le négliger. Ensuite, on a des risques financiers. Et pour moi, on les a encore jamais activés. Et moi, je crois quand on tape au portefeuille, alors ça les a fait réagir. Et là, pour le coup, c'est 6% du chiffre d'affaires mondial. Ça, c'est l'Arcom qui peut le faire. Et c'est pas anodin. Et puis, on a en réalité des obligations de retrait des produits, du retrait des images. Mais il faut aller plus loin. En tout cas, à mes yeux. La plus grande des pertes sera celle de la confiance, pour le coup, des parents. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand Chine met en vente et, en tout cas, participe à la diffusion des poupées pédocriminelles, ils perdent 45% de leur chiffre d'affaires. Les 45% de leur chiffre d'affaires. Là, c'est une vraie incidence. Pendant longtemps, on a considéré que protéger les enfants, ou en tout cas ne pas avoir d'enfants qui travaillent dans ces filiales, ou se désengager, se mettre le plus loin possible de ces risques-là, n'était qu'un enjeu et un risque réputationnel. Aujourd'hui, ce n'est plus ça l'enjeu. Aujourd'hui, il y a des procédures judiciaires où on engage la responsabilité. Aujourd'hui, il y a des enjeux de procédures pénales qui sont engagées sur des plateformes comme X, comme Grok, qui dénudent des enfants pour en faire des images pédocriminelles. Au moment où on se parle, il y a plus de 750 000 pédocriminels en ligne par jour. Et faut pas croire, ils vont faire de la prédation là où il y a des enfants. C'est pas par hasard que nos enfants les croisent. En fait, ils les pourchassent, ils les poursuivent et donc ils viennent leur tendre des pièges. Ouais. Exactement. Malheureusement, c'est ce que nous a montré les poupées pédocriminelles. D'abord, ils s'entraînent sur des poupées en latex et en plastique avant de passer sur les enfants. C'est ça la réalité. Et quand je dis passer sur les enfants, c'est-à-dire, désolé pour les mots, mais c'est des viols, c'est des agressions sexuelles. Et c'est de l'abject, mais c'est la réalité. 160 000 enfants aujourd'hui par an subissent des violences pour le coup sexuelles. Comment on change ce chiffre qu'on martèle, vous, moi, tous les acteurs engagés depuis maintenant pratiquement 3 ans ? Eh bien, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire une condamnation d'une fermeté folle. Pour la première fois, on a poursuivi les acheteurs. Oui, pendant longtemps. Pour les poupées. Mais bien absolument. sûr, mais pendant longtemps. On ne les poursuivait pas. On ne les poursuivait pas. Et avec une double poursuite. Une poursuite, bien sûr, sociale et pénale. Et donc, ils ont été condamnés, inscrits sur les FIJAIS, les fichiers des auteurs d'infractions sexuelles. Pour certains, ils perdent la compatibilité avec leurs emplois parce qu'en plus, ils étaient auprès d'enfants. Et puis enfin, surtout, les enquêtes sociales qui font on enquête sur leur entourage proche. Est-ce que leurs enfants vont bien ? Est-ce que les enfants avec lesquels ils ont des interactions vont bien ? Et donc, il y a un changement de paradigme assez fort. Et ça, c'est pour le coup assez nouveau. Mais il ne faut pas être naïf. Le monde numérique, la règle, c'est ce qui se passe dans le monde réel, c'est les mêmes règles dans le monde numérique. La vérité, c'est qu'on n'y est pas. Aujourd'hui, nos enfants sont beaucoup plus en situation de danger et de prédation, alors même que j'adore la nouvelle technologie. Je pense qu'il y a plein d'opportunités avec. Mais il faut protéger les enfants en particulier. On ne permettrait pas, finalement, un quart de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, du développement de l'IA, du développement d'un certain nombre de réseaux sociaux. On ne permettrait pas un quart dans le monde de tous les jours, dans le monde réel, pour parler, pour le coup, du monde physique. Et c'est là où il y a un changement de paradigme. Il est absolument nécessaire que l'impact sur les enfants soit automatiquement analysé, comme on le fait pour l'environnement. C'est fou quand même. Eh bien, on ne le pense pas. Il faut du safe by design, c'est-à-dire qu'il faut penser les choses de manière sécurisée et sécurisante pour les plus vulnérables qui sont les enfants. Après le reste, je sais bien qu'il y a des SA, des MA, l'IA Act, bien sûr, mais le temps que ces textes évoluent et se mettent, pour le coup, en action, en attendant, il y a des générations entières qui sont enfermées dans l'économie de l'attention, qui développent des addictions et qui, à côté de ça, et c'est pas anodin, aujourd'hui, sont le produit. Quand c'est gratuit,
ils sont le produit. Alors vous avez d'ailleurs publiquement alerté sur Roblox, cette plateforme qui revendique 150 millions d'utilisateurs quotidiens, 150 millions. dont près de 40% ont moins de 13 ans. Vous avez parlé d'un repère de pédocriminels, vous dites les mots, vous les formulez, et ça c'est très important, parce que Roblox a une messagerie intégrée qui permet des échanges directs entre adultes et enfants. Alors, franchement, est-ce que ces plateformes, on doit appliquer à cette plateforme les mêmes règles que celles imposées aux réseaux sociaux? Parce que quand un enfant peut être contacté par un inconnu via une messagerie intégrée à un jeu, est-ce que c'est toujours un jeu? Pour moi, c'est un réseau social. Je vais être très claire. Il faut définir réseau social par les fonctionnalités. Que ce soit derrière un environnement qui ressemble à un jeu, très bien. Que ce soit un flux d'informations, très bien. Que ce soit des vidéos et du contenu, très bien. Mais en fait, c'est la fonctionnalité qui compte. Un enfant n'a pas à être en contact avec un adulte s'il ne le connaît pas, s'il n'y a pas de consentement explicite. Aujourd'hui, Roblox, comme d'autres plateformes de jeux, d'ailleurs Minecraft et d'autres, aujourd'hui, comme on sait qu'il y a beaucoup d'enfants dessus, et d'ailleurs, c'est leur un peu fond de commerce, eh bien, ceux qui veulent du mal aux enfants, ils vont là. Je veux dire, je suis désolée, mais à une époque... toujours où il y a des enfants, il y a des agresseurs, il y a des prédateurs. Et c'est à nous de protéger les enfants. On ne peut pas laisser la seule responsabilité sur les épaules des parents. Aujourd'hui, il y a une double responsabilité. Celle d'engager la réglementation et la régulation, parce que on ne peut pas laisser sur les simples épaules des parents le fait de protéger les enfants d'un monde qui est totalement perméable et qui accélère les dangers. Et Roblox, dans ce cas en particulier, il faut le dire très simplement, l'OFMIN a eu plus de 400 signalements de contenu et de mise en danger d'enfants. C'est de la corruption de mineurs. Et ensuite, je vais vous dire ce qui se passe. C'est qu'après un premier échange, après une sextorsion et une image envoyée, les prédateurs, ils font quoi? Eh bien, ils font du chantage aux enfants. Et ils vont aller avoir, malheureusement parfois, des relations non consenties parce qu'il y a de la pression. Parce qu'un enfant de 13 ans, il craque quand on le menace. Donc il faut un âge minimum sur ces Moi, jeux, je suis comme sur les réseaux. Qu'il faut un âge minimum, qu'il faut laisser les enfants entre eux et qu'un adulte n'a rien à faire avec un enfant en échange direct sans que ce soit finalement quelqu'un de sa famille ou qu'il connaisse, ça veut dire avec un consentement. Et puis j'invite les parents simplement à discuter avec leurs enfants et de s'intéresser finalement à ces plateformes de jeux qu'ils connaissent moins et je le comprends. Mais si il n'y a pas cette double responsabilité, c'est-à-dire la place de la régulation pour ne pas laisser ces espaces comme des Far West et finalement des zones de chasse de prédateurs, eh bien les parents doivent comprendre comment ça fonctionne, mais surtout le régulateur et du coup le législateur fait évoluer les règles. C'est ce que nous sommes en train de faire avec, par exemple, pour commencer, les réseaux sociaux et le contrôle d'âge. Alors, la protection des enfants, c'est aussi l'attestation d'honorabilité. C'est vérifier les antécédents des gens qui sont au contact de ces enfants. 700 000 attestations délivrées et on en a retiré entre 3 000 et 3 700 parce qu'on a effectivement examiné les antécédents incompatibles avec le travail auprès des mineurs. Depuis le 1er février 2026, elle est aussi exigée pour les candidats à l'adoption. C'est quand même assez formidable, ça. C'est nécessaire, oui. Et est-ce que ça devrait s'étendre à plein d'autres secteurs, le handicap, le périscolaire, le sport, les transports d'enfants? Moi, je vais être très, très claire avec vous. Moi, je pense que là où il y a un enfant et là où il y a un professionnel ou un bénévole qui est au contact des enfants, alors oui, il faut un certificat d'honorabilité. Comment ça peut se faire, ça? C'est en train de se faire, puisque typiquement, cette année, à partir du mois de mars, on va contrôler les IME, les instituts médicaux éducatifs, où il y a des enfants, pour le coup, en situation de handicap. On sait qu'ils sont encore plus victimes que les autres enfants de violences et d'agressions sexuelles, parce que plus vulnérables. Qui est en charge de ça? C'est nous qui développons avec... tout à fait, c'est nous avec les équipes techniques de la DGCS. Pourquoi? Pas parce que pour une raison toute simple. Encore une fois, là où il y a des enfants, il y a des prédateurs. Mais quand on enlève plus de 700 personnes, on sort 700 personnes, d'abord on protège l'employeur en lui disant s'il n'est pas capable de vous donner son certificat d'honorabilité parce qu'en réalité il a été condamné, moi je ne m'arrête pas là. On ne fait pas juste le sortir. Il n'est pas allé dans une autre... C'est pire. Bien sûr. Oui. On réenclenche systématiquement, et c'est là où il faut être d'une fermeté folle, on réenclenche une procédure d'article 40 parce que ça veut dire qu'il a été condamné, et vous savez à quel point c'est rare et difficile de faire condamner. Donc condamné, et en plus il ne respecte pas ses obligations d'incompatibilité. Ça veut dire qu'il mérite une peine alourdie. Et donc donner le signal et dire aux prédateurs et aux pédocriminels, on vous traquera.
je les traquerai sur le monde numérique et dans le monde réel. Et tant pis l'énergie qu'il faudra y mettre, mais ils ne sont pas impunis. Et jusqu'au bout, on ira les chercher. Parce qu'il n'y a pas... aujourd'hui, ils s'imaginent surpuissants ou finalement difficiles à faire condamner. La réalité, c'est non. La preuve, on les a trouvés, on les a sortis. Ceux qui ont acheté des poupées criminelles, ils ont eu des procès et on a engagé leurs responsabilités. Et on le fera partout. On le fera dans le périscolaire. On le fera également dans l'accueil à la maison. On a des nounous à la maison. On a des gens qui viennent donner de l'aide aux devoirs aux enfants. Eh ben, moi, je crois qu'il faut élargir ce certificat d'honorabilité à toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants. Alors, on arrive au bout de cette conversation. Juste un mot sur ce Conseil des victimes. De quoi parle-t-on ? Vous avez lancé une concertation. Est-ce qu'il s'agit d'une instance consultative ? Quelle va être la mission exacte de ce Conseil des victimes ? On est en train de constituer, de créer ce Conseil pour le coup des victimes dans l'enfance, puisque c'est spécifique. J'ai accueilli plus de 25 associations cette semaine. Il y a quelques semaines, c'était les collectifs de victimes, pour le coup non organisés en association, mais qui témoignaient. Et encore dans les prochaines semaines, je recevrai plutôt les experts professionnels et les institutions. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que le mieux encore, c'est que nos enfants ne subissent pas et qu'on n'ait pas finalement à accompagner les condamnations a posteriori ou le psychotrauma qui est provoqué par ces violences. Et donc ce Conseil des victimes, je suis en train de le construire avec eux, qui soit un lieu où on va construire et co-construire les politiques de prévention en s'appuyant sur le savoir expérientiel. Ce sont des personnes qui ont un vrai parcours, un regard sur nos politiques de prévention, sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, avec cette particularité que c'est arrivé dans l'enfance, à un âge où peut-être on ne te croit pas, on ne t'entend pas, où on a du mal à entendre, parce que dans le fond, oui, parfois ça fait exploser des familles. Et alors, si la priorité c'est de les protéger, alors il faut construire ces politiques de prévention avec, en réalité, ces victimes, ces anciennes victimes, et pour certains, ces survivants. Merci Sarah El-Haary, merci d'avoir été avec nous. On a bien compris, le travail des enfants, l'exploitation numérique, les failles de contrôle ne relèvent pas d'un angle mort, ils relèvent aussi de choix économiques, juridiques et surtout politiques. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font bouger la société. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.